vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Tout le plaisir est pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, arrivé à Kinshasa pour une visite officielle de 48 heures, le procureur de la CPI a été reçu le mardi 25 février par le président de la République, Félix Tshisekedi. À cette occasion, le procureur général de la CPI, Karim Khan, a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et les terroristes du M23. La CPI enquête sur le crime à Goma et à Bukavu. Suivez. Le président Félix Tshisekedi a reçu le mardi 25 février 2025 à la Cité de l'Union africaine le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, en visite à Kinshasa. La crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays était particulièrement au centre de leur discussion. À cette occasion, le procureur de la CPI a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et les terroristes du M23. Ceux qui ont des preuves sur le crime de génocide, crime de guerre ou crime contre l'humanité sont priés de les envoyer sur le site de la CPI, a-t-il déclaré. Karim Khan, la population congolaise a droit à la protection et à la justice. Il a rassuré que la CPI, qui a signé un protocole d'accord en 2023 avec la République démocratique du Congo, suit de près la situation qui prévaut dans l'Est. À ces sujets, une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice devrait avoir lieu en avril prochain à Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question à l'occasion de cette conférence d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité et de compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. La République démocratique du Congo a ratifié en avril 2002 les statuts de Rome qui définit les crimes internationaux sur lesquels la CPI a un pouvoir juridictionnel. En mars 2004, elle a renvoyé à la CPI la situation qui prévaut sur son territoire depuis le 1er juillet 2002. La RDC a soumis un second renvoi en mai 2023 concernant des crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022. Et puis la première ministre Judith Suminwa poursuit ses grandes manœuvres diplomatiques à Genève, en Suisse. La chef du gouvernement est sur plusieurs fronts en vue de trouver des solutions à la crise dans l'est du pays et obtenir des sanctions plus fermes contre le Rwanda pour des exactions y commises. Mais Judith Suminwa n'a pas oublié qu'en dépit de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante, elle a un programme d'action à mettre en œuvre, quoique mis en mal par l'occupation rwandaise. Voilà qui explique les échanges qu'elle a eus avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce OMC en marge de la 58e session du Conseil de droits de l'homme. Suivez Viningali Junior. Au cours de ces échanges avec la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, la chef du gouvernement a eu des propos clairs sur les types de collaboration qu'elle veut avoir avec cette organisation en vue de la transformation de l'économie congolaise pour appuyer le processus de développement du pays. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la RDC est un tournant de son développement.
où nous avons besoin d'avoir un accès à beaucoup plus d'investisseurs dans le secteur privé, mais il y a un certain travail à faire à notre niveau parce que nous voulons aller vers la diversification de l'économie, nous voulons la transformation avec toute une chaîne de valeur. Donc nous avons discuté avec madame de la possibilité d'aller vers cette transformation en adhérant aussi à certains protocoles qui vont nous lier, notamment au niveau de la pêche, mais aussi de voir comment dans l'intégration régionale nous pouvons avoir des chaînes de valeur régionales ou sous-régionales et comment on va aussi améliorer le commerce au niveau de la RDC. Mais la chef du gouvernement entend également travailler avec l'OMC pour appuyer les femmes et les jeunes qui œuvrent dans les secteurs. Et comment on va aussi améliorer le commerce au niveau de la RDC et quel accent nous pouvons donner à des jeunes et à des femmes qui travaillent déjà dans le commerce mais qui peuvent améliorer leur performance à travers notamment la digitalisation. Donc ça a été un peu ces sujets des discussions que nous avons eues. Le plaidoyer de la chef du gouvernement a été bien accueilli côté OMC, la directrice générale de cette organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre le pays, a pris l'engagement de travailler avec la première ministre et son gouvernement afin de réaliser cet objectif des transformations de l'économie congolaise en s'appuyant sur ses atouts et richesses. RDC, c'est un pays très important en Afrique avec beaucoup de ressources, un pays très riche. Et je suis très contente de la discussion qu'on a eue sur la diversification de l'économie, surtout comment ajouter la valeur dans beaucoup de ressources minérales qu'on trouve dans le pays et comment créer des emplois pour les jeunes. Et je pense que madame a vraiment réfléchi sur le sujet et on s'est décidé de travailler ensemble pour avancer les voies de développement, la diversification de l'économie du pays. En présentant son programme d'action, la chef du gouvernement s'était engagée à apporter des réformes structurelles afin de relever et transformer l'économie du pays et créer plus d'emplois. Parmi ces réformes, il y a la diversification de l'économie telle que repris au deuxième pilier de ces documents approuvés par l'Assemblée nationale. Cela passe par des actions comme la modernisation et le développement des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage en vue de promouvoir une agriculture innovante et résiliente, garante de la sécurité alimentaire. Ce journal se poursuit, Madame, Monsieur. Lancement le mardi 25 février 2025 au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais à Kinshasa, de la vulgarisation de textes légaux portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité en RDC. Il s'agit de textes initiés par le ministère de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation et affaires coutumières pour permettre la connexion entre les comités locaux et l'administration de la territoriale en vue de la politique de défense et de sécurité de la base au sommet. Les détails dans cet élément. C'est dans la salle du congrès du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais à Kinshasa, que le go a été donné le mardi 25 février pour la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités locaux de sécurité. Les autorités nationales et provinciales de la ville de Kinshasa, les officiers militaires et de la police nationale congolaise, ainsi que plusieurs autres personnalités, ont assisté à cette cérémonie. Cette campagne de sensibilisation des différentes couches sociales tombe à point nommé car la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise dans sa partie est et aussi des cas d'insécurité sont enregistrés dans certaines villes et localités des autres coins du pays. Par cette initiative, le gouvernement congolais veut davantage impliquer les populations à travers les comités locaux dans la défense de l'intégrité territoriale de la RDC et dans la lutte contre l'insécurité interne et la criminalité urbaine. Jacquemain Chabani Louko, patron de la territoriale congolaise, a circonscrit cette action en cette période où la RDC est agressée par le Rwanda et ses supplétifs du 1-23 AFC dans les provinces du Nord et Sud Kivu. La présente cérémonie revêt d'une importance toute particulière en cette période où nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les Wazalendo, combattent jour et nuit avec l'appui de notre peuple pour assurer l'intégrité nationale, rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État dans la partie
est de notre pays en proie à l'agression du Rwanda. Parmi les personnalités de la ville de Kinshasa concernées par cette cérémonie, il y avait les conseillers communaux, les bourgmestres, les chefs des quartiers et des rues. Le conseiller Tamboué au ministère de l'Intérieur et Sécurité a fait la restitution de 4 jours de sessions de formation en présentant notamment les innovations contenues dans le décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 qui a été signé le 4 novembre 2024 par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Il s'agissait de la vulgarisation autour des textes légaux que sont le décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Le texte donne aussi des mécanismes de suivi. On ne tient pas des réunions. On n'en fait pas une routine, on en fait une dynamique. Par conséquent, il y a des mécanismes de suivi, il y a des mécanismes d'évaluation, il y a des mécanismes de redevabilité. Et pour concrétiser cela, le texte met en place la commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire et d'accompagnement des comités locaux et provinciaux de sécurité. Associés à cet événement, les conseillers communaux ont bien accueilli cette initiative du ministère de l'Intérieur. La cérémonie s'est clôturée par la remise des textes réglementaires aux autorités qui devront les vulgariser dans leurs administrations, dont le gouverneur de la ville, le secrétaire général à l'Intérieur, le commissaire général de la police nationale congolaise et tant d'autres. Les bourgmestres, les chefs de rue et des quartiers ont bénéficié des attestations des formations en gouvernance sécuritaire des mains du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et sécurité, Jacquemin Chabani Louko. Tout à fait autre chose, dans un contexte de crise et de nécessité, par l'intention du président de la République de réduire le train de vie des institutions pour notamment soutenir l'effort de guerre qui sévit dans l'Est de la RDC, le réseau panafricain de lutte contre la corruption uni, membre de la coalition Le Congo n'est pas à vendre, a rendu public le lundi 24 février plutôt un rapport accablant sur la surconsommation de ressources de l'État par des institutions publiques. Les détails dans cet élément avec Adé Mananga. Le 24 janvier, les réseaux panafricains de lutte contre la corruption a publié un rapport alarmant mettant en lumière la surconsommation des ressources de l'État par des institutions politiques en République démocratique du Congo. Les rapports soulignent que, lors des exercices budgétaires récents, l'Assemblée nationale a absorbé des crédits budgétaires équivalents à plus de 2 tiers de fonds destinés au développement de 145 territoires, représentant ainsi une part significative des ressources publiques. La loi des finances initiale pour 2024 a prévu un budget colossal de 540 milliards de francs congolais pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, tandis que les programmes de développement local ne bénéficient que d'une fraction de cette somme. Les rapports mettent également en exergue l'opacité entourant des fonds spéciaux d'intervention qui financent les dépenses courantes et les voyages de députés. Cette citation soulève des questions cruciales sur l'allocation et la gestion des sources publiques dans les pays où le besoin en développement sont criants. Alors que le président cherche à réduire le train de vie des institutions pour soutenir l'effort de guerre à l'Est, les constants appellent à une réflexion urgente sur la transparence et l'efficacité des dépenses publiques. Les citoyens congolais attendent désormais des actions concrètes pour garantir que les fonds alloués soient utilisés à bon escient et contribuent véritablement au développement du pays. Restons toujours au Palais du Peuple, cette fois avec le caucus de députés nationaux de la province du Nord et du Sud Kivu, Ituri et Maniema qui se sont réunis ce mercredi 26 février 2025 pour évaluer la situation sécuritaire actuelle liée à l'agression de la RDC par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Ils ont condamné une fois de plus cette agression et demandent au Rwanda le retrait sans condition de ses troupes militaires de la RDC. Ils étaient au micro de Josely Massiala. Nous, députés nationaux élus des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema,
réunie ce mercredi 26 février 2025 au Palais du Peuple pour évaluer la situation sécuritaire actuelle liée à l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo, par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 AFC, considérant la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces mentionnées, caractérisées notamment par la violation massive des droits humains, les assassinats ciblés, les recrutements forcés, incluant celui des élèves, le pillage systématique des biens privés et publics, l'installation des administrations parallèles dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'exploitation illicite et systématique des ressources naturelles, les attaques délibérées contre les contingents des Nations Unies et de la SADC. Après échange d'informations et débat sur cette situation, déclarons à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Condamnons une fois de plus l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs terroristes M23 AFC ayant engendré une crise humanitaire et socio-économique sans précédent. 2. Condamnons le massacre à grande échelle des populations civiles depuis le début de l'occupation des localités congolaises par l'armée rwandaise par M23 AFC, plus particulièrement les carnages perpétrés lors de l'occupation des villes de Goma et de Bukavu et qui continuent jusqu'à ce jour. 3. Condamnons les recrutements forcés des jeunes dans les M23 AFC et plus particulièrement des élèves dans les villes de Goma et de Bukavu. 4. Exhortons le gouvernement de la République à clarifier la mutualisation des forces UPDF et FARDC. 5. Déplorons et condamnons le pillage systématique des biens des populations civiles et de l'État congolais prenant la destination du Rwanda ainsi que la destruction de plusieurs infrastructures sociales dans les zones occupées. 6. Dénonçons l'occupation des maisons de populations civiles et l'incendie de plusieurs édifices et des habitations privées ainsi que la destruction des récoltes par les agresseurs. 7. Réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'au Wazalendo. Et puis le président de la nouvelle vision de la grande Leopoldville, ASBEL, NVGL en sigle, Faustin Bimitia Kinkoufi a lancé ce mercredi 26 février 2025 la conférence internationale de Congolais SICO en sigle en collaboration avec Congo 26 à travers un point de presse. Plusieurs ateliers seront organisés à travers le pays et à l'étranger pour se clôturer le 30 juin 2025 à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC avec des intervenants de renom. SICO se veut un cadre d'analyse et de concertation pour le développement de la RDC. Un reportage de Vitem Panzu. Lancement de la conférence internationale de Congolais SICO en sigle au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 26 février à Kinshasa-Gombe par la nouvelle vision de la grande Leopoldville ASBEL NVGL en sigle. Faustin Bimitia Kinkoufi, président de cette structure de la société civile et forces vives, a invité le Congolais à soutenir la tenue de cette conférence internationale des Congolais dit SICO. C'est là dans son souci de lutter pour la restauration de la paix, le développement durable et la mise en valeur de patrimoine de la RDC dans tout le domaine. SICO se veut un cadre qui permettra aux filles et fils de la RDC de parler et de traiter de questions d'intérêt commun pour son développement. Plusieurs activités seront programmées et la clôture se tiendra le 30 juin 2025. La nouvelle vision de la grande Leopoldville, en collaboration avec la télévision Congo 26, se propose d'organiser la conférence internationale des Congolais, SICO en sigle, laquelle se veut un cadre d'analyse et de concertation voulu pour aider ceux d'entre nous qui sont disposés à approfondir et partager la connaissance de cet État né officiellement le 23 février 1885 et non le 30 juin 1960. La première édition de la conférence internationale des Congolais, qui est la nouvelle vision,
de la Grande Léopoldville, en collaboration avec Congo 26 Télévision, sera clôturée le 30 juin 2025 avec comme thème principal le Congo, 140 ans après, quel est notre futur? Plusieurs intervenants des renom sont disponibles pour exposer avec des sous-thèmes dans les différents domaines dans la vie pour l'intérêt du Congo et de la cohésion nationale. Ceci nécessite une forte mobilisation à travers de messages de veille de conscience patriotique de toutes les couches sociales. En outre, le président de la NVGL avait débuté son speech pour décrire la République démocratique du Congo, née en réalité le 26 février 1885, 140 ans depuis la déclaration de la conférence de Berlin, mais 65 ans dans sa gestion par les autochtones depuis le 30 juin 1960. Malgré cela, la RDC fait toujours face à une crise multiforme. La RDC vaut 20 pays d'Europe en termes de superficie, mais en termes de richesse, le Congo est un scandale géologique, pays solution, mais sa population toujours pauvre. La NVGL salue aussi la démarche des autorités traditionnelles qui mettent en place le Congrès du peuple pour la paix afin de réfléchir pour l'avenir de ces chers et beaux pays, 140 ans après. Et puis l'inauguration du nouveau bâtiment de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics le mardi 25 février 2025 à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. En présence de quelques élus nationaux et locaux, la cérémonie a été présidée par Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public, qui a fait les déplacements du chef-lieu du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo. Les travaux de construction de cette représentation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, CNSAP, ont commencé le 11 juin 2022. Cette caisse poursuit la mission de recouvrer les cotisations sociales des agents de l'État, servir les prestations de sécurité sociale et contribuer au développement socio-économique. Outre Kinshasa, le Kasaï oriental est l'une des premières provinces bénéficiaires de cette initiative après la Chopo. Les travaux devraient se poursuivre dans d'autres provinces comme Bandaka. Le directeur général de la CNSAP, Junior Mata Melanga, a souligné l'importance de ce projet censé s'étendre sur toute l'étendue du territoire national au profit des agents publics de l'État. Nous voici aujourd'hui à l'étape de l'implantation effective de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État dans la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. In fine, chers agents et cadres de la CNSAP, vous aurez compris, je l'espère, qu'il n'est pas question pour nous de dormir sur nos lauriers tant que l'expansion de la sécurité sociale n'aura pas encore atteint le dernier agent public en province. Le gouverneur de la province, Jean-Paul Mbouemboua Kapo, a pris la parole pour exprimer sa gratitude et souligner l'importance du projet pour le développement de la province. Il a aussi fait une demande spécifique au vice-premier ministre que le jeune talent du Kasaï oriental soit privilégié lors du recrutement du personnel de la CNSAP à Mbujimaï. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, je voudrais ici solliciter votre implication personnelle afin que le recrutement du personnel devant travailler au sein de la CNSAP, agence de Mbujimaï, tienne compte des jeunes talents du Kasaï oriental. Notre province regorge de compétences dans tous les domaines et je suis convaincu que nos jeunes sauront apporter leur dynamisme et leur expertise pour contribuer à l'efficacité de cette institution. Jean-Pierre Liao Eboa a présenté au cours de cette cérémonie la genèse de cette institution qui tend à s'élargir dans toutes les provinces. En rapport avec les engagements, il s'est opposé farouchement dans les demandes de recommandations pour les nouveaux travailleurs. Le concours doit être organisé pour recruter toutes les couches sociales de la population, a-t-il recommandé. La mission claire du chef de l'État, nous formulée il y a près de 2 ans, lorsqu'il présidait la cérémonie d'inauguration du bâtiment
abritant le siège central de la SENSAP à Kinshasa. Je cite, la SENSAP doit progressivement étendre sa présence dans tous les chefs-lieux de province afin de se rapprocher davantage des agents publics dont elle est garante de la sécurité pendant et surtout après leur carrière. Je me dois déjà de le dire, ne m'appelez surtout pas pour me recommander les agents qui travailleront dans cette agence. Il n'y aura pas de recommandations, monsieur le gouverneur. Ce sont les fils du Kasaï oriental qui vont travailler ici. Après ces différentes allocutions, le ruban symbolique a été coupé. Les clés ont officiellement été remises au patron de ce bureau. L'aboutissement d'un projet attendu sous les yeux admiratifs de la population kassaïenne, visiblement émue et fière de cette réalisation. Et pour finir, le couvre-feu instauré pour un mois depuis le 20 janvier 2025 à Lubumbashi et Likasi, deux villes de la province du Haut-Katanga au sud-est de la RDC, a été prorogé pour 15 jours. Cette mesure exceptionnelle a été décrétée à la suite des actes de criminalité enregistrés dans ces deux villes. Cependant, cette mesure sécuritaire allant de minuit à 5 heures du matin constitue un manque à gagner pour les activités commerciales nocturnes. Bijoumouna. Prorogé pour 15 jours, le couvre-feu instauré depuis le 20 janvier 2025 dans la ville de Lubumbashi et de Likasi, dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la RDC, constitue un manque à gagner pour les tenanciers de certaines activités commerciales nocturnes. Les bars, terrasses, boîtes de nuit connaissent une baisse considérable de leurs recettes. Certains parlent d'un manque à gagner au-delà de 50%. Difficile de supporter les différentes charges. Gaspard gère une terrasse située au quartier Bel Air dans la commune de Kampemba. Nous avons perdu beaucoup de clients. Auparavant, nous travaillions 2 fois toute la nuit, mais actuellement, c'est à peine 22h, voire 21h. Les clients sont déjà partis. Regardez ces casiers. Il fallait qu'il y ait même 70 casiers vendus. Nous ne savons pas écouler la marchandise. Payer les personnels, c'est difficile, même pour le loyer de l'immeuble d'autrui. Pour l'économiste Jean Bosco Kaomba, le couvre-feu asphyxie les activités commerciales nocturnes. Il propose que les autorités mettent en place les mesures qui tiennent aussi compte des activités économiques des privés. C'est le déficit économique qui est la source de l'insécurité. Ici, la suggestion demeure de mettre sur pied des mécanismes sécuritaires afin de faciliter la circulation et la liberté de l'activité entrepreneuriale des citoyens. Les charges deviennent lourdes à supporter par les tenanciers des commerces. Plusieurs ménages de Lubumbashi vivent grâce aux activités économiques nocturnes. La prorogation du couvre-feu met en mal beaucoup d'entre elles. Les tenanciers plaident pour le maintien des mesures sécuritaires, mais qui garantissent les activités économiques nocturnes. Et c'est la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-moi demain pour le même exercice. D'ici là, bon suite de programme à nos antennes, sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.